Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au cœur de l'info du vrai ce soir. 9 Français sur 10 sont bio. C'est en tout cas ce que montre une étude récemment parue qui indique que 9 Français sur 10 ont au moins une fois dans leur vie acheté des produits bio. L'alimentation biologique s'impose jour après jour comme un mouvement de mode, mais surtout de bon sens. Le grand salon du bio, Natexpo, ferme ses portes ce soir. Nous irons y faire un tour avec nos reporters. Plus de 7 milliards d'euros de ventes en 2016, car nous acceptons de payer plus cher parce que nous pensons que c'est meilleur pour notre santé. Tout le monde ne peut pas faire ses choix et des voix dissonantes se font entendre. Nous allons donc en débattre ce soir avec nos invités. Tout d'abord Bruno Parmentier, qui est ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Vous êtes ingénieur des mines, économiste, consultant sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Votre livre Nourrir l'humanité est paru au Seuil. Claude Gruffat préside Biocoop, leader de la distribution de produits bio en France. 470 magasins, 6000 salariés. Je renvoie au-dessous de l'alimentation bio, votre livre aux éditions La Mer Salée. Enfin, Gilles Rivière-Weckstein est journaliste. Vous êtes un spécialiste des questions agricoles et environnementales. On peut retrouver votre journal Agriculture et Environnement sur Internet et vos livres aux éditions du Publieur. Le dernier, Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs. Il fait suite à Bio, fausses promesses et vrai marketing. Alors, les titres de vos deux livres sont assassins. Pouvez-vous d'abord nous affirmer en ce début d'émission, Gilles Rivière-Weckstein, que vous n'êtes pas, vous, sous l'influence des lobbies chimiques, vous qui dénoncez le lobby du bio? Ah ben, je peux toujours le dire, mais qui va me croire? C'est ma parole contre la parole de quelqu'un d'autre. Votre parole est importante à bien entendu, en bien début entendu, d'émission. bien entendu, absolument. Je suis entièrement financé par les abonnements de ma lettre, Agriculture et Environnement, avec un chiffre d'affaires d'ailleurs assez modeste et un salaire encore plus modeste. Donc voilà, aucun souci de ce côté-là. Les voix dissonantes concernant le bio sont rares. Vous en êtes une. Pourquoi? En fait, ce qui me gêne, ce n'est pas du tout le bio, soyons clairs. Ce qui me gêne, c'est la perception que les gens ont du bio. Et c'est pour ça mon titre, c'est « Fausses promesses, vrai marketing ». Donc il y a des promesses du bio, et vous en avez cité une, qui est la principale raison pour laquelle les gens achètent du bio, c'est qu'ils pensent, ils sont persuadés que c'est meilleur pour leur santé. Oui. 80%, 86% sont convaincus que c'est le cas. C'est la première motivation. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est ben non. Eh ben non. L'agriculture française, en général, nos produits sont sains, sont très bons, de très bonne santé. Tous nos agriculteurs en France font de très bons produits. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur dans ce qu'il y a dans son assiette. Et vous pensez que cette peur est orchestrée? Mais non, pas orchestrée. C'est une peur qui s'est alimentée petit à petit avec un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que quand vous avez 83 reportages par an à la télévision qui vous expliquent tout un certain nombre de peurs alimentaires, on finit par avoir peur. Vous voyez, donc il est assez normal, si vous voulez, que face à cette angoisse qui est assez française, on aime se faire peur aussi en France, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc cette peur est alimentée. Alors bien entendu, il y a certains qui en tirent profit. Vous savez, le sans gluten, par exemple, ça fait une filière parce que les gens s'imaginent qu'ils sont allergiques au gluten, ce qui n'est pas toujours le cas. Je voudrais essayer de bien comprendre votre point de vue. Est-ce que vous estimez d'une certaine façon que l'agriculture biologique menace l'agriculture française tout court? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Pas de doute là-dessus. Non, vous avez l'agriculture biologique. J'essaie de nettoyer le pont en début d'émission. L'agriculture biologique aujourd'hui, je pense que ça fait quelque chose comme 5-6% de la surface agricole cultivée en France. Ce qui veut dire qu'il reste quand même plus de 90%. Bien sûr. Et ces 90%, moi, ce que je dis tout simplement, c'est que ces 90% d'agriculteurs font des très bons produits. Quelle est votre motivation dans tout ça, finalement? Quelque part, ce qui me gêne, si vous voulez, dans ce débat... Même mes grands-parents qui n'ont jamais entendu parler du bio, ils étaient intéressés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que bien sûr. J'ai envie de vous dire que diminuer au maximum les produits chimiques, se préoccuper de notre santé et se dire que le plus on pourra naturellement produire une alimentation que nous consommerons, relève en fait d'un certain bon sens, même si nous sommes tout à fait conscients que l'agriculture française, en tout cas après-guerre, s'est bâtie sur des modèles où il fallait mettre en route une machine incroyable pour faire manger notre pays. Absolument, et cette machine aujourd'hui produit exactement le type de qualité que vous dites. C'est des produits sains qui respectent la nature, et voilà. Donc je pense que ce débat, si vous voulez, qui oppose quelque part la notion un peu nostalgique du fait que ce qui serait naturel, par définition, est meilleur pour la santé, est meilleur pour l'environnement, alors que ce qui est
pas naturel, c'est qui est chimique. Aujourd'hui, il y a une chimiophobie en France qui, moi, m'étonne énormément. Parce que la chimie, finalement, ça fait partie de nous. Et la chimie nous a aidés à augmenter notre espérance de vie, qui est passée dans cette période qu'on vous avait expliquée. Quand même, on a pris quand même une trentaine d'années de plus en espérance de vie. Donc, cette chimiophobie, moi, elle m'interpelle. Et je dirais que, voilà... Faites très attention, je vais vous arroser aux pesticides. Attendez, ne rentrons pas dans les excès. Ne rentrons pas dans les excès. Voilà, hein, soyons clairs. Mais vous savez que, je pense que Bruno Parmentier pourra le dire, le type d'agriculture que nous avions il y a dans les années 70, 80, utilisait beaucoup plus de pesticides qu'aujourd'hui. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits, parce que tout le monde sait que ce sont des produits qui sont toxiques et qu'il faut manier avec attention. Mais une voiture aussi, vous pouvez risquer d'avoir un accident de voiture. C'est pas pour ça que vous ne l'utilisez pas. Ça me paraît difficilement comparable parce que l'alimentation, tous les jours, elle pénètre notre corps. Oui. Elle est devenue une préoccupation de tout un chacun et c'est tout à fait normal. Et on va dire que le retour au sens le plus large, au naturel, est une aspiration qu'on peut comprendre. Vous comprenez qu'il y a des pessimistes ou en tout cas des remises en cause sur ce qu'on pourrait appeler aussi le lobby du bio? Moi, quand j'entends qu'il n'y a pas de problème dans l'alimentation et qu'on a vécu les lasagnes folles, qu'on a vécu les œufs au fipronil, qu'on a vécu tout un tas de problèmes sur l'alimentation des gens, sans qu'ils le sachent. Et la santé de nos agriculteurs. Hein. Et la santé de ceux qui le produisent. Donc là, mais je sais pas, les députés européens viennent de dire on va arrêter un pesticide grave, lourd, pour l'environnement et pour la santé des humains, parce que les perturbateurs endocriniens, c'est quand même pas juste une vue de l'esprit, ça vient bien de quelque part, c'est quand même un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Si les députés européens disent on arrête dans 5 ans, il y a une raison. On ne peut pas dire que c'est sans raison, parce que c'est une démarche qui est importante pour les agriculteurs que de les emmener dans une mutation de leur modèle. La chimie a accompagné l'agriculture depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Pour moi, depuis 20 ans, on aurait dû freiner ce modèle-là, réorienter pour amener les agriculteurs à un autre modèle de production. Certains l'ont fait, ils s'appellent les agriculteurs bio, ont fait cette démarche en montrant qu'il y a aujourd'hui un autre modèle de production possible. Et c'est de l'agriculture qu'ils font. Hein. Je rappelle, 1,8 million d'hectares en bio en France aujourd'hui, c'est quand même une belle expérience de 45 ans qui montre que finalement il y a un autre chemin possible et qu'il peut répondre à une alimentation de bonne qualité sans pesticides. Et quand j'entends, oui, les produits des agriculteurs sont sains, ben oui, les produits des agriculteurs sont sains, mais sans pesticides, ça serait mieux. Bruno Parmentier sera juge de paix dans quelques instants. Je lui donne la parole après qu'on ait découvert notre premier reportage. Car la France est devenue en fait le 2e marché d'Europe pour le bio. Le 3e au monde, après l'Allemagne et les États-Unis. Une augmentation exponentielle, comme en témoigne le salon Natexpo qui ferme ses portes ce soir. Cécile Bartoli et Hugo Blais sont allés sur place avec Alix Van P. Ici, on y croit depuis longtemps. Ce fabricant de chicorée a créé un premier produit bio il y a 20 ans. Un succès. Alors maintenant, c'est toute une gamme qu'il s'apprête à lancer, avec de grands espoirs. Dans le bio, comme on le projette demain, on pourrait se retrouver à quelque chose comme un tiers du volume d'affaires sur le marché du bio en réseau spécialisé. Des prévisions optimistes, car le marché est en plein boom dans le pays. De 2015 à 2016, les achats de bio ont bondi de plus de 20%. L'une des raisons, dans l'alimentaire notamment... Juste la plante. Non, juste la plante. C'est infusé? Non, là, il y a la plante nature. Ouais. La composition des produits intéresse de plus en plus les Français. Je pense que le consommateur s'émancipe, donc il cherche à avoir de l'information sur d'où vient le produit, la proximité. C'est presque un acte politique, en fait, j'ai l'impression, l'alimentation aujourd'hui. Et on le ressent encore plus dans cet univers. Une vague verte que le ministre de l'Agriculture vient découvrir de près et soutenir selon ses mots. Dans ce salon international du bio, il rappelle les nouveaux objectifs du gouvernement. 50% de produits bio ou issus de qualité, circuits de proximité, circuits courts, dans la restauration collective à l'horizon de 2022. Ensuite, passer les surfaces cultivables de 6 à 8% à l'horizon de 2022. Des ambitions bien modestes selon les acteurs du milieu. Avec une demande très supérieure à l'offre, la France importe 30% des produits bio qu'elle consomme.
Une aubaine pour cette coopérative espagnole. Il est évident que le marché français est très développé. Il est très intéressant pour nous car il y a plusieurs canaux de distribution. Les spécialistes, les grossistes, la grande distribution. Donc le consommateur peut choisir où il veut acheter son produit. Donc le marché français est totalement adapté à nos attentes. Un doux parfum de réussite pour le marché du bio. Après l'alimentaire, le secteur des cosmétiques a de très beaux jours devant lui, avec plus de 40% des Français qui passent maintenant au bio dans leur salle de bain. Bon, on a compris le succès. Le salon Natexpo traduit ce phénomène en France. Les différents magasins qui ont ouvert, les rayons de nos supermarchés où le bio a repris un espace, en tout cas qu'on voit de plus en plus, sont déjà une réponse au début de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on vient d'entendre nos premiers intervenants sur, j'ai envie de vous dire, l'histoire de notre alimentation récente et les projets, et j'ai envie le désir de naturel qui s'exprime en fait. Bon alors, je suis d'accord avec mon voisin. On n'a jamais aussi bien mangé de toute l'histoire de l'humanité. Et on n'a jamais aussi bien. Et il n'y a pas d'autre endroit où on mange aussi bien quasiment qu'en France. Bon, à la fois du point de vue gastronomique, c'est pas pour rien que le monde entier nous envie notre cuisine, mais aussi du point de vue sécurité. Je veux dire, la sécurité alimentaire est bien mieux assurée en France que même en Allemagne. Alors ne parlons pas de, je sais pas quoi, moi, du Guatemala ou de Bolivie. Je vais me fâcher avec personne. Non. Bon, et il faut se rendre compte qu'il y a une contradiction. Pardonnez-moi, pourquoi la sécurité alimentaire est-elle mieux protégée dans notre pays qu'ailleurs ? Parce qu'on est extrêmement bien organisé. Et parce qu'à chaque scandale alimentaire, on a pris des nouvelles mesures. Et il faut se rendre compte que notre agriculture est extrêmement contrôlée. D'où d'ailleurs ce petit doute. Est-ce que le bio importé est aussi contrôlé que le bio français ? C'est pas tout à fait sûr, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes normes, etc. Mais le plus contrôlé de tout, c'est le bio. Alors maintenant, il faut se rendre compte qu'il va quand même y avoir beaucoup de scandales alimentaires. Je fais le pari qu'il y aura beaucoup de scandales alimentaires dans les années qui viennent. Et qui toucheront aussi l'alimentation biologique ? Attendez, on peut mourir de l'agriculture biologique. Cette idée de dire le naturel c'est bon, le naturel c'est aussi la manite phalloïde qui vous envoie de patresse. Oui, je suis désolé, quand je vais dans mon magasin, je n'achète pas des anamides. Non mais attendez, le dernier vrai scandale, le vrai, qui a tué alimentaire en Europe, qui a tué 50 Allemands, c'était les graines bio allemandes. Elles étaient bien bio, avec des maladies bien bio, qui envoyaient les gens à de patresse de façon bien biologique. Et vous savez, il y a encore 100 ans, tout était bio. On n'avait pas inventé les pesticides. Et on mourait, il y avait encore 15 000 morts après souper. Maintenant, plus personne ne meurt après souper. Et il y aura quand même des scandales alimentaires. Et la fréquence des scandales alimentaires n'est pas une bonne mesure de la malhonnêteté des gens. C'est une bonne mesure de l'efficacité de la police, de la justice et de l'opinion publique. D'accord. Et donc on est de plus en plus intolérant aux manipulations et on a de plus en plus soucieux de ce qu'on met dans notre organisme. Voilà, et on a de plus en plus d'armes. C'est que avant, pour savoir qu'il y avait du cheval dans les lasagnes, il fallait voir le gars qui retirait l'étiquette lasagne pour mettre l'étiquette bœuf. Maintenant, on peut acheter des lasagnes n'importe où dans un supermarché, faire une analyse et dire tiens, c'est de la génétique de cheval, c'est pas de la génétique de vache. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc avant, on a toujours pris manger des choses qui n'étaient pas ce qui était sur l'étiquette. Sauf que maintenant, on a les moyens techniques et on a la volonté, à cause de l'opinion publique, de le montrer. Et donc, moi, le titre de votre émission est quand même très survendeur. 9 Français sur 10 ont mangé de la bio. Oui. Ont mangé de la bio. Oui. Ils sont tous ultra intermittents. Oui. Donc l'idée de on vous dire... dit pas qu'ils mangent tous les jours du bio. De temps en temps, un œuf bio... Vous ne pouvez pas ne pas observer le phénomène de société qui existe. Enfin, on est passé de 2 à 4% de la nourriture et de 2 à 5 ou 6% des surfaces. Bon, alors, laissez entendre qu'on va passer à 90% de bio, ça ne se passera jamais. Parce qu'il faut se rendre compte que manger bio, c'est plus compliqué que manger pas bio. Et surtout, produire bio, c'est beaucoup plus compliqué que produire pas bio. Et donc... il y a toujours un pourcentage de la population, par exemple des agriculteurs, il y a sûrement encore 10% des agriculteurs qui disent « je vais passer au bio ». Mais c'est beaucoup plus compliqué de s'interdire, par exemple, totalement les pesticides. Oui. C'est comme si tous les écrivains écrivaient en vers.
Mais c'est bien qu'il y ait des écrivains qui écrivent en vers, parce que quelque part, ceux qui écrivent en prose se disent il faut que je fasse des efforts. Et donc vous nous dites que le bio a une influence positive même sur l'ensemble. Oui, le bio, c'est l'avant-garde. D'accord. Et il faut se rendre compte que, de toute façon, c'est inéluctable de changer notre agriculture. Parce que les conditions changent, la planète se réchauffe, les ressources ne sont pas illimitées, et l'intolérance à la chimie est un fait qui va durer longtemps. Et donc, il faut changer d'une agriculture tout chimique, tout pétrole, à une agriculture agroécologique, dont l'avant-garde et la bio. C'est ce qu'on appelle une agriculture raisonnée d'une façon ou d'une autre. En tous les cas, beaucoup moins. Vous comprenez beaucoup moins chimique. Il y a une différence très importante entre beaucoup moins de produits chimiques et zéro produit chimique. Et effectivement, les agriculteurs vont devoir utiliser beaucoup moins de produits chimiques. Par exemple, de glyphosate probablement très rapidement. Et c'est bien qu'il y en ait qui en mettent jamais. Enfin, jamais de produits chimiques interdits pour la bio. On met quand même du cuivre, du soufre, qui sont quand même pas des produits ultra naturels dans la bio. Oui. Mais c'est bien qu'il y en ait qui disent « moi jamais ». Ça veut bien dire que les autres, ils peuvent certainement en faire 2 fois moins, 4 fois moins, 8 fois moins. Claude Gruffat, qu'est-ce que vous pensez de la photographie que vient de nous proposer à l'instant même Bruno Parmentier? La photographie, c'est qu'il y a besoin d'une démarche pour changer de modèle, ce que je disais tout à l'heure, et que ça ne peut pas se faire brutalement du jour au lendemain, mais que ça se fait dans le temps, que ça s'accompagne, et qu'à un moment donné, on aura une agriculture qui pourra se passer de pesticides dans les cultures, etc. Moi, j'en suis convaincu, parce que ça, on y arrivera. Après, pour moi, l'important, c'est d'appuyer sur le bouton départ. C'est-à-dire que c'est quand qu'on dit qu'on prend ce chemin. Et jusqu'à maintenant, toute la résistance s'est organisée pour ne pas appuyer sur le bouton départ. C'est-à-dire du changement de modèle. C'est-à-dire qu'on n'a pris aucune mesure pour accompagner les agriculteurs dans une démarche de changement et d'évolution de modèle. Donc on a dit, il faut les pesticides, et on continue de dire, il faut les pesticides. Bon, à Bruxelles, hier ou ce matin, on vient de dire non, mais il va falloir changer. N'empêche qu'on a encore autorisé 2 néonicotinoïdes aujourd'hui, alors qu'on est en train de se rendre compte que c'est un poison violent pour la faune, pour les insectes, pour l'apiculture, ce qui veut donc dire que pour la pollinisation de nos aliments dont on dépend, parce qu'on dépend de cette pollinisation pour s'alimenter et en fruits et en légumes. On va en parler avec notre troisième reportage, je le précise. Eh bien, alors, et pour moi, la question, c'est qu'il faut accompagner la profession à se passer de ces... Accompagner la profession, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir inventer de nouvelles aides pour nos agriculteurs bio, après celles qui ont été mises en place pendant des années pour nos agriculteurs traditionnels? Mais tout à l'heure, M. Parmentier disait qu'il faut... C'est une autre compétence que de faire de l'agriculture sans pesticides, de faire de l'agriculture bio ou de l'agroécologie. Oui. C'est une autre compétence, c'est-à-dire qu'il faut former dans ce sens-là, à la base. C'est-à-dire qu'il faut que dans les lycées agricoles, il faut que nos formations en général en agriculture aillent dans ce sens-là et que petit à petit, on abandonne complètement l'utilisation des produits chimiques pesticides. Que par définition, ça ne coûtera pas 2 fois plus cher que notre agriculture traditionnelle? Moi, je pense que quand on aura augmenté, qu'on aura passé... Aujourd'hui, on est à 4% de l'alimentaire en bio. Quand on sera passé à 15-20% de l'alimentaire en bio, on fera des économies d'échelle, de coûts intermédiaires, qui feront baisser les prix des produits de la bio, les coûts de production des produits bio. Et à la production aussi? Mais à la production, non. Parce que à la production... Parce que c'est par définition moins de rendement. C'est la logique par définition moins de rendement. Une vache laitière en bio qui produit 4500 litres de lait face à une vache en conventionnel qui fait 8000 litres, 10 000 litres, voire plus, parce qu'on en fait une machine de compétition à produire... On ne parlera pas de la qualité qu'on sort de ça. On se retrouve effectivement avec une agriculture qui produit moins, donc qui doit vendre plus cher pour pouvoir équilibrer ses coûts de fonctionnement. Ça, c'est une logique économique imparable. On va découvrir un deuxième reportage parce qu'on va parler maintenant d'un autre phénomène poussé à son paroxysme dans nos grandes villes. Je veux parler du circuit court et même très court, puisqu'il donne naissance aux agriculteurs citadins. On les trouve sur les toits de nos immeubles, dans les sous-sols et même dans des containers. Nous sommes hors sol, mais sans chimie. Reportage de Ségolène Chaplin et Valentin Jehin. Bien malin, celui qui pourrait deviner que dans ce container camouflé poussent des fraises. Un champ des villes, créé par Guillaume Fourdinier, fils d'agriculteur. Donc on a à l'intérieur de cette zone 4000 fraisiers qui poussent donc sur 4 murs végétaux.
À l'intérieur, en fait, on a un climat qui est contrôlé, donc avec la bonne température, la bonne humidité, le bon taux de CO2. Donc on a recréé en fait un paradis pour les fraises. Ça ne veut pas dire non plus que c'est aseptisé, parce qu'on va utiliser après beaucoup d'insectes, par exemple, parce qu'on ne veut pas utiliser de pesticides. Et puis on a même derrière moi ici une boîte à bourdons pour aller polliniser les fleurs et permettre justement d'avoir des fruits qui soient exceptionnels à la fin. Un système de culture hors sol qui permet de produire dans 30 mètres carrés l'équivalent d'un champ en pleine terre de 4000 mètres carrés. Hop, petite barquette agricole. Soit 120 fois plus. Dans des barquettes comme celle-ci, dans le conteneur, on peut en récolter 28 000 par an quand même, donc 75 par jour. La barquette est vendue 4 €. 10 000 personnes seraient sur liste d'attente. On a l'impression de se retrouver dans le potager de la grand-mère, quoi. Et ça, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir devenu business. Aujourd'hui, seuls 4 containers comme celui-ci sont installés en région parisienne. Mais l'équipe vient de lever près de 10 millions d'euros de fonds pour se développer. À Paris, l'agriculture urbaine est à la conquête de tous les espaces. On veut cultiver sur les murs, sur les toits et désormais sous terre. Dans le parking de cette HLM, on fait pousser des champignons. Tout simplement. Bienvenue à la caverne. On va dans mon champ. Ouais. Tout cet endroit, c'était un parking qui était complètement désaffecté. Et il s'y passait pas mal de choses. Du coup, c'était un espace vacant et ça causait pas mal de problèmes pour le bailleur. Et du coup, depuis qu'on a investi les lieux, ça commence doucement à changer. Donc voilà, tout cet espace qu'on a, on a 3500 mètres carrés là-bas. Donc c'est assez grand. À perte de vue. À perte de vue, ouais. Un terrain tellement grand que ces agronomes se déplacent en skateboard entre leurs productions. C'est les micro-pousses. C'est principalement à destination des chefs et des particuliers qui aiment bien cuisiner du coup. Des micro-pousses de radis, de tournesol et de roquettes qui grandissent à la lumière des LED. Un peu plus loin, dans le noir complet cette fois, la première récolte d'endives. Elles ne sont pas toutes parfaites, mais voilà, on récolte environ 500-600 endives par étage et on arrive à empiler jusqu'à 3-4 étages. Et puis bien sûr, il y a les champignons. Ces champignons, dehors, ils ne poussent pas toute l'année, donc ça c'est du pleurote, c'est du pleurote gris. Ils poussent principalement les mois d'automne. Nous, on peut le faire pousser toute l'année. On s'affranchit complètement du climat, on a quasiment la même température toute l'année. Et le bon taux d'humidité, parce que pour les champignons, ça compte. Là, on produit environ entre 100 et 150 kg semaine en champignons. En fait, ce qui est dur, c'est de vendre. Produire, c'est facile. Vendre, c'est outrement plus difficile. Il faut se faire connaître, il faut convaincre les consommateurs. Disons qu'ils se méfient. Mais après, une fois qu'on explique bien, on explique qu'on filtre l'air, on explique qu'on a fait des analyses, on explique que si, on explique que ça. Après c'est bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur, d'autant que tout est certifié bio. Et ça plaît aux Parisiens qui souhaitent s'alimenter différemment. C'est quoi le champignon ? C'est shiitake des pleurotes, c'est cultivé à Paris. C'est une jolie grappe, mais un peu grosse pour votre sac. Je la coupe en deux ou... Est-ce que vous savez où pousser ces champignons ? Oui, j'ai vu dans un parking, c'est ça ? Oui, des parkings réhabilités. C'est chouette, hein ? C'est la ville qui se rapproche de la nature, c'est le consommateur qui se rapproche des sources d'alimentation, c'est bien. Dans cette association, on favorise le lien direct entre le producteur et le consommateur. Moi je suis un localiste comme on les appelle aujourd'hui, le localisme étant cette branche un peu de consommation qui se développe de plus en plus, à savoir qu'on mange local. Moins il y a de trajets entre les produits et les consommateurs et mieux c'est. Donc après est-ce qu'on arrivera à nourrir tout Paris en produisant à Paris, je suis pas sûr. Malgré les efforts de ces agriculteurs de demain, aujourd'hui Paris est loin de pouvoir nourrir ses 2 millions d'habitants. Alors, ce reportage est amusant, il excite la curiosité. Il nous dit quelque chose aujourd'hui, finalement, de l'aspect protéiforme de tout ce qui se fait dans le domaine de l'alimentation et du fait que ça préoccupe beaucoup de gens. Je veux bien faire un rapide tour de table pour que vous me disiez comment vous avez perçu tout ça. Gilles Rivière-Weckstein. Alors, moi, j'ai visité la caverne et je trouve que c'est génial. Leur idée, c'est génial. Parce que, justement, on s'affranchit de tous les codes, si vous voulez, quelque part. Ouais. Vous avez dans un parking, on fait des champignons qui sont bio. Vous voyez, mais bien entendu, à partir de là, on n'est pas vraiment dans le label bio tel
que vous allez le défendre, parce que le label bio, c'est un label relié à la terre, relié à la saisonnalité, c'est un mode de culture. Là, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, on joue sur quelque chose qui est très fort, qui est, il n'y a pas de pesticides. Et c'est là, je voudrais juste revenir un tout petit peu, 2 minutes là-dessus, parce qu'il me semble très important pour que tous les gens qui comprennent bien que l'agriculture bio, c'est pas sans pesticides, et ils ne peuvent pas non plus se passer de pesticides. La preuve, c'est que j'ai ici, de la part de l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture biologique, une dérogation pour utiliser des pesticides naturels, en l'occurrence c'est l'huile de Nîmes, donc, et ils disent clairement nous ne pouvons pas fonctionner sans pesticides. Donc déjà arrêtons de faire cette idée qu'il y a d'un côté l'agriculture bio qui est sans pesticides et l'agriculture conventionnelle qui est avec pesticides. Là vous avez une agriculture qui est sans pesticides. Vous venez de dire qu'il y a des pesticides qui ne sont pas chimiques. Ah bah oui, mais c'est pas parce que c'est pas chimique que c'est pas dangereux. Voilà. Les mots ayant un sens, je vous le fais juste remarquer. Si ces produits étaient si inoffensifs, ce serait pas utilisé non plus. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc je voulais juste que ce soit clair. Et là, vous prenez par exemple les producteurs de fraises. Oui. C'est très intéressant parce que c'est totalement perturbant parce qu'il est dans un univers complètement, j'allais vous dire, par rapport à nos valeurs artificielles. Et il fait visiblement des fraises bio, sans pesticides. Non, pas bio. Elles ne peuvent pas être bio. Non, mais vous avez raison. Elles ne peuvent pas être bio. Selon la certification en vigueur. Mais bio, ça ne veut pas dire sans pesticides. C'est justement ça, c'est ça. Et là, pourquoi est-ce que vous revenez toujours là-dessus? Parce que le bio augmente son marché parce que les gens ont peur des pesticides. Et c'est ça, si vous voulez, derrière, c'est ça que moi je dis dans mon... Parce que les gens ont peur pour leur santé, ce qui inclut une inquiétude vis-à-vis des pesticides. Voilà. Oui, mais quand vous mangez un produit conventionnel, quand vous avez peur pour votre santé, c'est à cause des pesticides, si vous voulez. Et c'est cette opposition-là qui est devenue très forte dans notre société et qui fait en sorte que, comme le disait Bruno Parmentier, on n'a plus confiance dans le reste de notre producteur. On a eu des scandales alimentaires qui étaient importants et qui est lié à l'industrialisation de notre alimentation, qui a apporté d'énormes avantages à notre pays, mais qui pose aussi des problèmes parce qu'on est en train d'arriver à une, peut-être, je ne sais pas si c'est une limite, mais en tout cas une forme qui aujourd'hui soulève beaucoup de questions. Ce que vous venez de voir là, ça... Alors moi je veux juste par définition, vous ne les vendriez pas à la Biocop. Non, mais vous les mangeriez. On va réagir là-dessus. Mais vous les mangeriez. Répondez à ma question, puis je vous laisse lui répondre après. Pour la curiosité, pourquoi pas. Mais moi, ce que je remarque sur ce qu'on vient de voir, deux choses. Qu'on fasse des champignons en sous-sol et qu'on utilise des parkings en réemploi d'espace, très bien. Champignons, ça pousse dans ce genre de milieu. Il est à sa place. Une endive faite dans ce genre de milieu, elle est à sa place aussi, parce que c'est comme ça que ça se produit, le chicon d'endive. Par contre, qu'on fasse des fraises. Voilà. J'attendais une petite réaction sur les fraises. Ben oui, mais qui normalement poussent dehors et au soleil. Et Dieu sait s'il y a une énergie qui est gratuite, totalement gratuite, et disponible à volonté et à l'infini, c'est le soleil. Pourquoi on va enfermer des cultures qui ont besoin de lumière ? On va prendre de l'énergie, c'est coûteux, et en plus on les met dans des conditions qui sont artificielles. Et je voudrais juste dire une chose par rapport à ça. Une plante, quand elle fait son cycle végétatif, de la germination jusqu'à la graine pour la prochaine germination, elle utilise 36 éléments des éléments du tableau de Mendeleïev pour faire son cycle de vie. Vous savez, il y a 104 éléments constitutifs sur Terre. Je rappelle que c'est ce fameux tableau qu'étudient tous les étudiants en physique-chimie. Et voilà, on doit apprendre. Voilà. Ça commence avec H2O, hein, on est d'accord ? Et qui laisse des mauvais souvenirs. Pardonnez-moi. Et qui laisse des souvenirs. C'est la structure. La nature, en gros, en général, utilise à peu près un tiers de ces éléments pour faire son cycle de vie. Et aujourd'hui, on prétend faire de l'agriculture hors sol en utilisant 6, 7, 8 de ces éléments. Mais forcément qu'on a des carences, forcément qu'on a des plantes qui n'ont pas la même qualité nutritionnelle au bout de ce chemin quand elles sont produites dans des conditions comme celles qu'on vient de voir, sous serre et avec des supports artificiels, par rapport à quand elles sont en plein sol, en pleine terre, et qu'elles bénéficient de l'ensemble des éléments nécessaires à leur cycle de vie. Alors ça, c'est par rapport à la réaction que j'ai en voyant ça. Donc il faut séparer les choses. Ce qui peut pousser en cave, ça pousse en cave, c'est à sa place. Le reste, il faut le laisser au soleil et à la lumière. Ça, c'est ma réaction. Produits chimiques. Produits chimiques. Les produits chimiques et les pesticides dont on parle aujourd'hui, qui sont des molécules qui sont fabriquées, qui rentrent dans les aliments et qui sont du coup consommés par les consommateurs. Les éléments les fongicides, etc., qui sont utilisés en bio, comme le cuivre, comme le soufre, etc., on ne les retrouve pas dans les aliments à la fin. Ils restent complètement en dehors du cycle de vie. Il faut quand même faire la différence entre les deux. Donc on parle de besoin de lutter contre les maladies cryptogamiques, etc., avec des éléments naturels que je viens de citer, mais on ne les retrouve pas dans l'alimentation. Il y a quand même une sérieuse nuance entre les deux. Vous voulez ajouter quelque chose ?
juste le détail, il y a quand même des sulfites dans le vin. Hein. Oui. Bon, donc ils sont venus du soufre qui aura été autour. Et on peut faire du vin sans sulfite. Et on peut faire du vin sans sulfite. D'accord. Et on trouve des résidus de Nîmes dans des analyses qu'on les regarde aussi. Donc c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est pas parce que c'est naturel que ça rentre pas dans la plante. C'est pas tout à fait vrai non. Mais on peut vivre, excusez-moi, sans boire du vin et en buvant de l'eau. Oui. Mais en revanche, on a besoin de manger tous les jours. Hein, donc. Non mais attendez, on ne va pas être envahi de partout, de fraises en conteneur. Non. Moi, ce que je dis, c'est que la science n'a pas dit son dernier mot. Depuis 70 ans, la science a été extrêmement préoccupée par le fait de trouver des nouveaux produits chimiques miracles. Et c'était notre obsession. Et maintenant, on va sortir de ce tout chimique, tout pétrole. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à découvrir. Tiens, je vous donne un chiffre. Sous 1 mètre carré de sol, il y a 260 millions d'êtres vivants. On n'en connaît quasiment aucun. Et ces 260 millions d'êtres vivants, quand c'est la forêt vierge ou quand c'est la prairie naturelle, ils se débrouillent entre eux pour pousser. Oui. Voilà. Et donc, nous, comme on ne les connaissait pas, eh ben, on s'est dit, on va les détruire parce qu'on ne connaît pas, il y en a peut-être qui sont mauvais. Et c'est vrai qu'au milieu des plantes, il y a ce qu'on appelle improprement les mauvaises herbes. Hein. Qui sommes-nous pour dire qu'elles sont mauvaises, hein, les adventices. Et puis on a découvert avec le fipronil que les poules ont des poux. Mais il n'y a pas que les poules, même les saumons ont des poux de mer. Hein. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des bébêtes qui mangent nos plantes. Et donc on a essayé de résoudre tous ces problèmes par la chimie. Et maintenant, on se dit, il y a d'autres manières. Par exemple, il y a des bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent mes plantes. C'est plus intéressant de cultiver quelque part, par exemple, les coccinelles pour manger les pucerons que d'arroser partout des produits chimiques contre les pucerons. Parmentier, ça a été votre métier. Vous avez formé des jeunes agriculteurs et vous avez porté au bout ce métier de l'apprentissage pendant des années. Il fallait passer par le tout chimique pour arriver à ces conclusions ? Mais attendez, on ne peut pas juger les décisions prises dans les années 50 et 60 avec l'œil d'aujourd'hui. Il y avait des tickets de rationnement à Paris jusqu'en 1949. À ce moment-là, les gens disaient, vous vous débrouillez comme vous voulez, on veut manger. Oui. Et il est arrivé à ce moment-là cette solution qui fait qu'au lieu de faire 3 tonnes de blé, maintenant on fait 9 tonnes de blé. Au lieu de faire 4 tonnes de maïs, on fait 12 tonnes de maïs à l'hectare. Au lieu de faire 5 ou 6 tonnes de pommes de terre, on en fait 45 tonnes à l'hectare. Bon, on est content de l'avoir fait. Et maintenant, on voit les inconvénients et on se dit, il faut continuer à produire parce qu'on a une humanité sur les bras. Il y a quand même 7 milliards et demi d'habitants, on va finir à 9 milliards et demi. Et par exemple, cette idée de dire la France ne doit pas du tout exporter. Mais attendez, au sud de la Méditerranée, les pays qui sont juste au sud de la Méditerranée, ils ne pourront plus jamais être en autosuffisance alimentaire. Pourquoi Parce que la sécheresse, etc., etc. Et la surpopulation. En Égypte, il y a 85 millions de personnes et c'est un désert traversé par une seule rivière. L'Égypte ne pourra jamais nourrir l'Égypte. Donc qu'on fasse un peu plus de nourriture dans les pays du nord de la Méditerranée pour nourrir les pays du sud de la Méditerranée, c'est le bon sens même, c'est ça qui va faire qu'on sera en paix. Je ne sais pas comment ils le paieront, mais tout le monde peut voir en regardant le 20h à la télé que, on le paiera très cher si vraiment ils crèvent de faim en Tunisie, ou en Égypte, etc., en Libye. Bon, et donc, on ne peut pas dire, nous, c'est pas grave, on mange trop, on va diminuer la production. Il faut arriver à continuer à produire beaucoup avec des méthodes différentes. Et le problème là, c'est la transition. C'est que, par exemple, on voit que tôt ou tard, on ne sait pas si dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, on va arrêter le principal herbicide. Bon, ok. Eh bien, c'est pas si simple de vivre sans herbicide chimique. Il y a tout un changement considérable de méthode de production à prendre. Donc vous dites que la science doit s'appliquer aujourd'hui à nous aider à avoir une agriculture plus naturelle, là où elle nous a aidé dans le passé à développer les produits chimiques avec les résultats qu'on sait, qui ont été massifs en termes de production et sur lesquels on s'inquiète parfois aujourd'hui. Il faut continuer à produire, mais de façon écologique. Mais il ne faut pas baisser la production mondiale partout où on est bon en agriculture. Parce qu'il faut quand même augmenter encore de 70% la production agricole mondiale. Il faut la tripler en Afrique. Tous les pays d'Afrique n'arriveront pas à le faire. Et donc, il faut que ceux qui sont bons en agriculture continuent à être bons, mais d'une autre manière. Il faut être écologiquement intensif, comme on a été chimiquement intensif.
Et je pense qu'il y a... Alors là, je vais encore mettre un gros mot sur la table, si vous voulez, mais je pense qu'on est en train de se priver d'un champ énorme qui s'avance devant nous, ça s'appelle les biotechnologies végétales, où là, il y a aussi, sous la sélection variétale, un certain nombre de choses, de progrès qui vont pouvoir être faits. Ça veut dire que la science va nous apporter beaucoup de solutions, si vous voulez, alors que l'agriculture biologique, par son cahier de charge, a tendance à être restrictive dans ce qu'elle ouvre comme possibilité. Donc on dit non à la chimie, on dit non aux biotechnologies végétales, enfin, les OGM et tout ce qui va un petit peu avec, on dit non à beaucoup de choses, si vous voulez. Alors que moi, je pense que la solution, c'est comme on a pu voir là avec les fraises, etc. C'est de se dire... très bien diagnostiqué vous-même au début de l'émission, on dit non au cancer déclenché par les pesticides. Oui, mais ça, c'est d'accord, mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis contre le cancer, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vais pas commencer à manger des trucs qui me donnent le cancer. Ce que je vous dis simplement, c'est que ce n'est pas en mangeant les produits issus de l'agriculture tels qu'on l'a fait aujourd'hui que je vais attraper un cancer. Voilà ce que je vous dis. Mais si j'étais persuadé du contraire, vous imaginez bien que j'arrêterais de manger des produits conventionnels. Donc, pour moi, le sujet, c'est pour ça que je vous parle de la panique de la peur et même d'une fabrique de la panique de la peur, parce qu'elle enrichit des secteurs qui vivent sur l'idée que tout ce qu'on mange qui provient d'autres secteurs serait dangereux pour leur santé. C'est ça. Et là, sinon, je suis parfaitement en total accord avec M. Parmentier. L'agriculture évolue, elle a évolué et elle va évoluer. Claude Gruffat, il faisait allusion il y a quelques instants, pour nourrir la planète, il faut d'abord la sauver. Et certains chiffres sont plus qu'alarmants. 75% des insectes pollinisateurs auraient disparu en un quart de siècle. Sans eux, la chaîne alimentaire risque d'être tout simplement rompue. Reportage de Sébastien Pouquet et Valentin Jehin. Un bourdonnement familier, mais pour combien de temps? Les abeilles menacées, on savait. Mais qu'en est-il des libellules, des bourdons, papillons ou criquets, ou encore scarabées? Ces insectes seraient eux aussi en voie de disparition. Des chercheurs allemands, pendant 27 ans, ont étudié ces populations. Ils ont piégé les insectes pour pouvoir les peser au fil des ans. Les résultats sont éloquents. Au total, 75% des insectes ont disparu. En été, cela peut aller jusqu'à 80%. C'est dramatique? Oui. Dans les espaces protégés de la campagne allemande, particulièrement touchés, les insectes pollinisateurs volent de fleur en fleur et sont au commencement de la chaîne alimentaire. Ils sont la base de la nourriture pour les oiseaux, mammifères et d'autres animaux. Si 3/4 d'entre eux disparaissent, l'impact est énorme sur l'écosystème et sur nous-mêmes. Un autre risque aussi, de voir des campagnes au paysage uniforme sans fleurs, sans couleurs. Et qu'en est-il en France? Aucune étude de cette envergure n'a été effectuée, mais au Muséum d'histoire naturelle, ce spécialiste travaille à partir d'outils statistiques sur l'évolution de la population d'insectes, et certains constats ne trompent pas. On ne nettoie plus ses pare-brises l'été quand on roule, comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans, où il fallait gratter la couche d'insectes qui était dessus. L'autre, c'est ce que nous disent les apiculteurs sur le déclin de l'abeille domestique, ces éléments qui semblent indiquer qu'il se passe quelque chose. L'étude allemande n'inculpe rien ni personne, mais les suspects sont tous trouvés. L'étude coïncide précisément avec la mise en vente des néonicotinoïdes. Vous savez, cet insecticide sur lequel il y a de fortes présomptions qu'elles affectent les abeilles et les insectes. Et ça peut ressembler d'une certaine mesure à ce qui s'est passé dans les années 60 avec le DDT, c'est-à-dire des pesticides qui ont des effets ravageurs sur leur cible, mais aussi sur l'ensemble de la nature. Pourtant, ces pesticides ont le vent en poupe. 2 de ces néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles, viennent d'être autorisés par l'État français. Vous êtes inquiet? Oui. Oui, parce que quand on regarde le cycle de vie, il faut toujours se souvenir que l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire et que si la chaîne est perturbée tout au long de son cycle, on le payera. On le payera à un moment. Et que quand on voit parce que quand on dit que les pollinisateurs disparaissent, il y a des régions de la planète où c'est déjà le cas. Et je vous invite à voir un film qui s'appelle L'homme et l'abeille, un documentaire, où on voit en Chine des régions où il n'y a plus d'abeilles et on pollinise les amandiers à la main. Quand on en arrive là, il faut quand même être un peu inquiet, parce que quand ça démarre dans un coin de la planète, c'est ici dans combien de temps ?
C'est une vraie question. Donc, de voir aujourd'hui autoriser des néonicotinoïdes supplémentaires pour justifier le productivisme agricole occidental qu'on a, je trouve que c'est assez irresponsable et que les citoyens doivent réagir par rapport à des situations comme ça. On ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas laisser faire ça, parce qu'encore une fois, on n'appuie pas sur le bouton départ, on, pour changer de modèle et pour passer à d'autres systèmes de production. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais il faut changer. On n'a pas le choix. Sinon, on va se retrouver dans des situations comme celle qu'on connaît. Je vais prendre un exemple. Oui. L'atrazine, herbicide du maïs, ça fait 20 ans qu'il est interdit. On en trouve toujours dans l'eau aujourd'hui. Pourquoi on l'interdit? Parce que c'est un toxique violent. On en trouve toujours dans toutes les eaux du robinet du pays. Aujourd'hui, 20 ans après, biodégradabilité extrêmement longue de ce pesticide. Mais, et là, on continue l'addition, on continue de laisser faire ça. Le DDT, on l'a utilisé en masse il y a 30 ans, 40 ans. Je suis de la génération DDT, moi. On l'a encore dans les résidus. Le lindane, autre insecticide, on l'a encore partout, omniprésent. Et on continue. Moi, c'est ça l'inquiétude. Alors moi, c'est pas la peur et c'est pas etc. C'est dire c'est présent, c'est dans l'environnement, c'est dans notre alimentation. Elles sont où les études qui disent c'est quoi les conséquences sur la santé quand on consomme ces pesticides pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus? Dans l'organisme, c'est quoi les conséquences? On commence à avoir des études. Et les études ont dit on n'y croit pas. Dire que de l'alimentation manipulée génétiquement n'a pas de conséquences sur la santé. Le CRIGEN a fait des études il y a 2 ans qui ont été quand même particulièrement éloquentes sur les conséquences sur la santé de ces pesticides. En 2 temps, Bruno Parmentier. Oui, c'est la notion chère aux militaires de dégâts collatéraux. C'est qu'en fait, on dit, il y a des petites bêtes qui mangent mes plantes, ça ne me va pas. Donc je vais mettre des produits chimiques pour éliminer ces petites bêtes. Mais la nature, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a un dégât collatéral. Il se trouve que les petites bêtes qui pollinisent nos plantes sont aussi tuées par ça. Mais s'il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, etc. C'est ce qu'on appellerait la réponse disproportionnée. Voilà. Parfois, ça calme l'adversaire. C'est l'idée du tout ou rien. Hein, quand on voit les champs maintenant, en plus, qu'est-ce que c'est que cette idée? 20 hectares de la même variété, de la même espèce. Mais imaginez évidemment les insectes qui arrivent au bord du champ, ils ramènent tous leurs copains en disant venez, il y a 20 hectares à bouffer. Quand on met 20 hectares de la même variété, de la même espèce, évidemment, il y a du produit chimique. Et donc, quelque part, il faut revenir à l'équilibre naturel. En fait, il est très rare qu'il y ait des petites bêtes qui n'aient pas leur propre prédateurs. Et donc, il faut, quelque part, activer les équilibres et donc élever les petites bêtes qui mangent les petites bêtes qui mangent nos plantes. De la même manière que, à la place des mauvaises herbes, on va encore dire mauvaises parce que c'est le terme le plus... il faut mettre des plantes de service qui vont étouffer, qui vont avoir des larges choses, qui vont étouffer ces mauvaises herbes et qui vont ensuite, par exemple, avoir le bon goût de mourir quand ils gèlent. Donc, en fait, il faut élever des animaux auxiliaires de culture et des plantes de service. Et, par exemple, cette idée d'avoir des champs dans lesquels il n'y a plus aucune haie, etc., évidemment qu'il n'y a plus aucune vie. Toute la vie a besoin d'arbres et de haies pour pouvoir aller protéger les plantes. Donc pendant 40 ans, on a payé les agriculteurs pour retirer les haies. Maintenant, pendant 40 ans, on va les subventionner pour en remettre. Bruno Parmentier, juste une question. Ce que vous appelez l'équilibre de la nature, comme si c'était quelque chose qui avait toujours existé de façon immuable, on ne va pas y revenir, parce que le plus gros perturbateur dans tout ça, on le connaît, il n'est pas endocrinien, c'est l'être humain. Et le fait que nous allons être de plus en plus nombreux sur cette planète, et que vous nous avez très bien expliqué tout à l'heure que le Nord devrait nourrir le Sud à un moment ou à un autre. Une partie du Sud, ne serait-ce que pour éviter des guerres et des affrontements, et des choses extrêmement brutales. Alors, est-ce que l'équilibre naturel, ça continue d'exister quand on est 9 milliards? C'est ça ma question. Oui, alors c'est vrai qu'on a déséquilibré énormément, par exemple avec notre appétit de céréales. On a besoin de riz, on a besoin de blé, on a besoin de maïs. Il n'y en a jamais eu autant sur Terre. Et donc, c'est un déséquilibre en soi, plus les pommes de terre, plus etc., etc. Mais néanmoins, je veux dire, on peut mettre des associations de plantes qui s'aident à pousser pour remplacer en partie les engrais et remplacer en partie les herbicides. On peut... alors, j'ai pris l'exemple des coccinelles, mais bon, il y a plein d'animaux comme ça qui peuvent être nos alliés.
Et donc, ce sont ces animaux qu'on n'a pas étudiés. Non, mais parce qu'on regardait ailleurs. Quand on observe aujourd'hui 1 mètre carré sur 20 cm de profondeur de terre, on trouve une masse vivante absolument ahurissante. Ahurissante et qu'on ne connaît pas. Alors, encore un autre chiffre. Dans 1 gramme de terre, de forêt, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. On n'en connaît quasiment aucun, mais ils servent tous à quelque chose. Et comme on ne connaissait pas, on dit c'est plus simple, on va mettre des produits chimiques. Et maintenant, bonjour la science, on va faire connaissance avec toutes par exemple ces bactéries. Et les engrais de demain, c'est renforcer les bactéries pour qu'elles fassent leur travail de bactéries. C'est pas les détruire. Gilles Rivière-Wechstein. Oui, alors tout ça est déjà en route depuis très longtemps. Par exemple, les petites bêtes dans une serre, c'est très facile. Donc on utilise déjà des coccinelles ou d'autres choses dans les serres et on a beaucoup moins d'insecticides dans les serres puisque dans un endroit confiné, on contrôle beaucoup plus ce qui se passe. Par exemple, dans l'arboriculture aujourd'hui, utilise ce qu'on appelle la confusion sexuelle pour pouvoir éliminer les papillons. Alors, en France, on a un petit problème parce que comme les producteurs de vin ne travaillent pas toujours très bien ensemble, c'est difficile d'avoir une zone entière avec cette confusion sexuelle. Et ça ne marche que sur une grande zone. Tandis qu'en Suisse, par exemple, ça marche très bien. Mais tout ça, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous me dites que la confusion sexuelle règne dans la vigne suisse helvétique. Voilà, sur 20% des vignes, vous avez déjà ces phéromones qu'on met comme ça, qui font en sorte que les papillons, ils n'arrivent pas à se retrouver et se reproduire. Je vais regarder le lac Léman d'un autre œil. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez tout ça, toute cette révolution-là, est en route depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, où on essaie de trouver des solutions alternatives, on essaie de trouver autre chose, on essaie de mieux gérer la chimie. Maintenant, je voudrais juste revenir 1 minute pour pas qu'il y ait quand même 30 secondes. 30 secondes. On vous a parlé des insectes sur vos vitres quand vous roulez. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qu'il y avait autour des routes, on a passé notre temps à la tondre, donc il n'y avait plus de biodiversité, donc bien entendu qu'il n'y a pas d'insectes aussi. Donc est-ce qu'on ne va pas très vite dans les accusations, comme il a été dit, ça c'est tout de suite les pesticides et ça fait peur et ça marche très bien quand ça fait peur. Et là encore, on a encore entendu un discours qui fait un tout petit peu peur. Un dernier mot pour conclure l'émission, Claude Ruffard. Moi, je trouve que si on n'a plus que les bords de route pour assurer la biodiversité, ça me gêne un peu. Je préférerais qu'elle soit dans la nature, dans les champs, dans les haies, parce que ça, c'est important, et qu'on ait un mode d'agriculture qui fasse son œuvre. C'est vrai qu'on met beaucoup plus de recherche dans les pesticides, etc., que dans la confusion sexuelle ou dans toutes les techniques naturelles de lutte contre les prédateurs. Donc on pourrait inverser la vapeur et ça changerait la vie des gens. Donc on voit bien qu'on a des réponses possibles pour se passer des pesticides. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé